5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Elles sont allées présenter leurs vœux au président de la République et profiter de l'occasion pour porter des doléances. Le caucus des femmes parlementaires était chez Patrice Talon. À l'occasion, elles ont reconnu les efforts effectués dans le sens de la promotion genre au Bénin. Elles souhaitent encore plus d'ouverture pour que, disent-elles, les femmes soient davantage représentées au sein des instances déconcentrées de notre pays. Patrice Talon, quoique admiratif de la démarche et principal allié des femmes, a tout de même renvoyé la balle dans leur camp. Pour lui, il faut que les dames elles-mêmes puissent se rendre visibles au sein des formations politiques afin d'impacter davantage. C'est sans doute le moment venu, certainement, d'évaluer l'impact des mesures facilitatrices accordées aux femmes en vue de leur meilleure représentativité au Parlement après un an d'exercice de la 9e législature. Que dire de leur participation au débat politique? Font-elles véritablement le poids? Se font-elles entendre dans l'arène politique? Faut-il sauter d'autres verrous pour elles? Eh bien, nous faisons le débat. Et puis, la rumeur liée à une éventuelle révision constitutionnelle qui enfle dans l'opinion est balayée d'un revers de la main par le porte-parole du gouvernement. Wilfried Lian-Ouedi, à l'occasion du traditionnel point de presse du Conseil des ministres, a martelé que c'est un débat qui n'existe pas. Pour lui, Patrice Talon n'a aucune intention de prolonger son séjour à la tête du Bénin et donc la polémique autour d'une hypothétique révision de la Constitution n'a pas sa raison d'être. Je clôt au débat toujours ouvert. Les francs-parleurs du lundi se penchent sur la question et nous irons par la suite au Nigeria où un scandale de corruption agite le pays. L'agence du programme national d'investissement social, un organisme de lutte contre la pauvreté, a été suspendue vendredi dernier en raison d'accusations de détournement de fonds publics. Les transferts d'argent de ce programme national d'aide sociale devaient aller aux personnes les plus pauvres du Nigeria, mais aussi aux jeunes qui étaient censés recevoir des repas scolaires. Sauf que les fonds sont allés directement ailleurs. La ministre des Affaires humanitaires et de la lutte contre la pauvreté, Beta Idou, a même fait les frais de cette affaire. Et ce n'est pas fini, les têtes continuent de tomber. Nigeria, l'éternel problème de la corruption à grande échelle, décryptage à suivre. Autour de la table, les habituels francs-parleurs du lundi. Dr Paul-Marie Wessou, qui aujourd'hui a changé de place, est à ma droite. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Wayman. Comment allez-vous? Oui, ça va. Vous êtes théoricien de la gouvernance d'État. Oui, bien sûr. Je voulais que Francis rejoigne un peu, à son retour, rejoigne un peu Moïse. D'accord. On verra bien si cette place vous offre un peu de calme. Certainement, on verra. Alphonse Moïse-Soulier, justement, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes analyste politique, merci d'être avec nous. Et Francis Oloujatale pour son grand retour en 2024. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous? Je vais très bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir par ici. Le plaisir partagé. 5 sur 7 matin. Allez, on va s'intéresser à ces dames du caucus des femmes parlementaires donc, qui sont allées voir le président de la République pour porter un certain nombre de doléances. On va voir ce reportage que nous propose Amandine Anerbossou. Et on revient juste après pour faire le débat. Elle représente toutes les formations politiques présentes à l'Assemblée nationale. Au cabinet du président Patrice Talon, le caucus des femmes parlementaires du Bénin plaide pour le renforcement de l'implication des femmes en politique. L'un des points qui nous a amenés vers le chef de l'État, c'était vraiment d'étendre cette réforme qui nous a permis d'être 29 à l'Assemblée nationale, de l'étendre au niveau de la base, pour qu'au niveau des instances à la base de prise de décision, que nous ayons plus de femmes. Mais à notre plus grande surprise, nous avons constaté que c'était vraiment l'apanage également du chef de l'État de faire en sorte que les femmes soient représentées à la base. Je ne suis pas étonnée, c'est le même président que nous avons depuis 2016 qui a le sens de l'anticipation et pour qui les questions de promotion de femmes dépassent nos petites personnes. Il nous a dit que nous sommes des exemples. Il faut travailler à ce que notre présence en politique soit plus durable et pour encourager les filles, parce qu'il nous a aussi dit qu'il faut de la résilience en politique. Ce n'était pas l'homme de la charge, c'était juste le père de la nation qui s'est adressé à des femmes parce qu'il nous fait confiance. Et donc pour le chef de l'État, la femme avant tout, la femme pendant et au cœur de tout, et la femme après tout, comme pour donner un peu raison au TOFA 2024. Et comme le veut la tradition, elles n'ont pas manqué de présenter au chef de l'État leurs vœux de nouvel an. Nous sommes venus ici
en tant que membre du caucus des femmes parlementaires, présenter les vœux de nouvel an au président de la République et aussi lui témoigner notre gratitude pour la loi qui a été prise et qui a valu notre élection au sein de la 9e législature. Nous avons eu une séance très fructueuse avec le chef de l'État, à commencer par nos vœux, donc des échanges de vœux. Je voudrais réitérer mes vœux de l'année 2024 à toute la nation, mais également et surtout à toutes les femmes béninoises, de ne pas baisser les bras car le meilleur reste à venir. Nous avons également promis au chef de l'État que nous allons faire en sorte que notre visibilité sur le terrain et au niveau du Parlement soit vraiment une chose réelle, parce que c'est ça seul qui permettra à ce que la prise des nouvelles réformes soit vraiment une réalité. Elles repartent satisfaites et peuvent désormais compter sur le président de la République pour accomplir leur mission. Merci. Alors, Alphonse Moïse Soudé, on sait qu'à la faveur de la révision constitutionnelle en novembre 2019, le chef de l'État a notamment donc permis d'introduire dans la loi fondamentale une mesure qui permet systématiquement aux femmes de disposer d'un certain nombre de sièges, notamment 24, donc directement qui leur sont qui leur sont prédestinés. Et aujourd'hui, ces femmes sont allées plaider davantage d'autres mesures facilitatrices. Le chef de l'État renvoie la balle dans leur camp. Oui, je crois que ces femmes-là doivent travailler au sein de leur parti politique, parce que ce sont les partis politiques qui ne permettaient pas aux femmes d'être visibles. Ça, il faut le reconnaître. Mais en leur accordant ce pourcentage-là, on ne leur permet pas vraiment de se battre. Parce que vous avez vu, elles ont profité pour réclamer 30% des chefs de quartier, 30% des chefs d'arrondissement. Ça ne se passe pas. En politique, on ne vient pas en politique pour recevoir des cadeaux. On se bat. Je crois qu'elles doivent se battre au niveau d'abord de leur parti politique pour que dans l'élaboration des listes, on puisse leur donner de bonnes positions. Mais en se lançant dans cette mendicité politique-là, moi, ça ne me plaît pas. Ça ne donne pas la possibilité aux femmes de se battre. Et la gente masculine aura toujours cette force-là sur les femmes. Je voudrais qu'au niveau des partis politiques, déjà au niveau de l'élection à la base, que les femmes se mobilisent. Mais malheureusement, une femme m'a dit, le malheur des femmes dans les partis politiques, ce sont toujours encore les femmes, parce qu'elles ne s'entendent pas pour positionner la meilleure d'entre elles. Chacun veut tirer le drap de son côté. Donc je voudrais, le chef de l'État a raison, il faut qu'elles aillent travailler. Est-ce que le nombre de femmes que nous avons eu déjà depuis 2023 après les législatives, est-ce que ces femmes-là montrent de quoi elles sont capables à l'Assemblée nationale? Moi, elles ne sont pas nombreuses à parler, elles ne se prononcent pas. C'est là la difficulté. On vous a octroyer un certain pourcentage. Vous êtes allé à l'Assemblée nationale, vous devez vous battre pour montrer au chef de l'État et à tous les partis politiques que vous méritez cette place-là qu'on vous accorde. Mais si vous ne vous battez pas, et chaque fois vous mendiez des pourcentages, on vous les donne sur le terrain, on va constater que vous ne mouillez pas le maillot parce que vous n'avez pas travaillé pour obtenir cette place-là. On vous l'a juste octroyé. Donc je voudrais que ces femmes-là se battent. Il faut qu'elles se battent et que les hommes des partis politiques aussi encourage les femmes au sein des partis politiques, parce que ça commence de là. Ce n'est pas ceux qui sont hors des partis qui élaborent les listes, c'est au sein de l'instance dirigeante de chaque parti. Quelqu'un m'a dit pour facilement écarter les femmes, il faut mettre les réunions tard dans la nuit, parce qu'une femme mariée ne peut pas rester au dehors au-delà d'une certaine heure. De quoi qu'il faut finir avec cette réalité-là. Donner la possibilité aux femmes. Parce que parmi ces femmes-là, il y a des intellectuels, il y a des femmes qui se battent. Mais si dans le mouvement politique, on ne leur permet pas de donner la pleine mesure de leurs compétences, elles ne peuvent jamais aller de l'avant. D'accord. Alors, Dr Paul-Marie Ouissou, est-ce que vous arpentez la piste selon laquelle, je suis peut-être un peu choqué, il y a une certaine flemmardise qui tente de s'installer quand, justement, dans une démarche presque de mendicité, on va demander qu'on puisse revoir d'autres dispositions pour pousser les dames à davantage s'impliquer dans la chose politique. Certes, il y a ce retard historique, pré-sociologique qui a permis de marquer le pas. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que ce faisant permet aussi à ces dames-là de mieux s'ingérer dans les affaires de l'État?
Ben écoutez, moi je voudrais d'abord dire que c'est une très bonne chose que les femmes soient, disons, présentes au Parlement. C'est une bonne chose, ça permet un peu d'équilibrer le débat, si tant est que les femmes elles-mêmes s'impliquent dans le débat. Parce que jusque-là, je ne vois pas encore leur influence dans le débat, puisque le débat est très animé au Parlement depuis le 8 février, enfin depuis l'installation de la 9e législature. Mais je voudrais d'abord qu'on parte de l'historique. Vous voyez, je partage l'analyse de Moïse, c'est-à-dire que les postes politiques ne sont pas du biscuit qu'il faut donner aux gens à travers des lois. Je pense qu'il est très important que les femmes comprennent que ce n'est pas en allant demander qu'on donne 30%. On en a donné, vous voyez, je crois que c'est 20% ou 25% maintenant, n'est-ce pas? Et maintenant, ils demandent 30%. Quand ce sera donné, ce sera 40%. Enfin, les femmes ont plaidé pour que soit retenu dans les dispositions du code électoral au moins 2,5% de femmes chefs de quartier et de ville, 20% des femmes conseillères communales et municipales, 20% de femmes chefs d'arrondissement et 30% de femmes maires et 30% de femmes parlementaires. Voilà ce qu'elles sont allées plaider. Oui, il est très important de savoir que les postes politiques ne sont pas des postes qu'il faut offrir à des personnes tout de go. Vous savez, je peux parler des États-Unis. Écoutez, on a tous suivi le parcours de Kamala Harris. On a vu aussi le parcours de Hillary Clinton. Et on a vu tous les atouts. Même là aussi, vous parlez des États-Unis, même là aussi. Oui, bien sûr. La question de l'implication de la femme en politique n'est pas totalement résolue. Non, bien sûr, c'est justement ce que je voulais dire. Que vous savez, il y a eu une longue lutte. J'ai la chance d'accompagner une dame qui est en train de faire sa thèse sur la lutte politique des femmes pour être représentée dans les institutions aux États-Unis. En ce moment, elle est encore en train d'écrire la thèse. Et franchement, je suis ahuri par... surpris par le fait que la représentation des femmes dans les institutions aux États-Unis est très faible, malgré toutes les luttes qui ont été faites pour obtenir. En réalité, aux États-Unis, les lois donnent tous les droits aux femmes, même droits aux femmes qu'aux hommes. Et pourtant, pour qu'elles émergent, ça pose un problème. Donc, ce n'est pas social qui s'est installé, qui s'est enraciné même. Absolument. Donc, ce n'est pas un problème qui est lié simplement au Bénin. Mais il faut se rappeler. Vous voyez, rappelez-vous un peu la lutte des braves femmes comme Marie-Élise Guaido, comme plus récemment Rekia Madougou. Vous voyez, ces luttes-là ont abouti à quoi? Les femmes doivent se poser des questions elles-mêmes. Parce que lorsque les femmes se positionnent pour aller vers les postes politiques, c'est encore les femmes qui critiquent ces femmes-là. C'est encore les femmes qui... Parce que les femmes sont quand même 52% de notre population, si je ne me trompe. Et si elles voulaient réellement se soutenir pour aller de l'avant, je crois qu'on n'aurait même pas besoin d'une loi pour que ça puisse aller. Mais la réalité politique est tout autre chose et il faut qu'elles sachent qu'elles doivent se battre pour les postes et faire de sorte que on sente que ce n'est pas un cadeau donné, donc on jouit de postes politiques plutôt que de faire des choses, parce que le poste politique sert à produire un type de société. Et il faudrait que les femmes s'inscrivent dans cette dynamique, que ce qu'il faut aller faire au Parlement, c'est de faire de sorte qu'émerge un type de société qui est à l'image de nous tous. Francis Elo, j'attendais la réponse du président Patrice Talon aux doléances des dames. Est-ce que vous pensez qu'elle est empreinte de beaucoup de sagesse? Il dit, je cite, si on se contente de peu, nous n'aurons pas suffisamment impacté la place de la femme dans la société béninoise. Moi, je me réjouis de ce que je pourrais être votre allié pour que les partis politiques au Bénin, notamment ceux qui sont représentés au Parlement, fassent les efforts nécessaires pour donner une suite favorable à votre attente et aller plus loin. Il a estimé
qu'il faut que les femmes elles-mêmes puissent davantage impacter dans l'arène politique afin évidemment de mieux se faire entendre. Je crois qu'il faut replacer le sujet dans son contexte et voir l'exposé des motifs qui ont conduit le chef de l'État à initier cette loi afin d'aller à la féminisation progressive du Parlement et aider les femmes à être mieux représentées dans les instances de prise de pouvoir. Ce qui est normal. C'est vrai que dans une démocratie comme la nôtre, je crois que la promotion doit se faire sur le mérite. Et je voudrais dire évidemment que je ne partage pas l'usage du mot mendicité. Non, je crois que vous avez été trop sévères, vous tous, envers les femmes. Il faut avouer qu'on a interrogé l'histoire politique, la vie politique et la prise, la promotion de la femme dans les instances de prise de décision. Et on a compris évidemment que les femmes peinaient à se faire représenter. Parce que nous sommes dans une société, en guillemets, phallocratique. En fait, forte dominance des hommes. C'est machiste. Et puis, voilà, c'est un peu difficile aussi, parce que vous savez que pour que la femme ait une promotion politique, au sein des partis politiques, au sein des chapelles, il faut d'abord compter sur le critère de bon positionnement sur les listes. Mais aussi, il y a les déterminants du vote. Donc, c'est des facteurs qui accompagnent. Maintenant que nous avons fait le diagnostic, on a compris qu'il faut donc aller à d'autres mesures pour faciliter l'émergence des femmes. Je crois que le gouvernement a vu juste en prenant cette mesure pour faciliter l'émergence des femmes et dans la dynamique de faire en sorte que progressivement elles puissent être représentées, mieux représentées. Sinon que dans le discours officiel qui se tenait et la pratique, il y a un peu comme un hiatus, il y a un peu comme une dichotomie. Donc il faut corriger ça pour que les femmes soient représentées. Parce que nous étions dans un cul du sac et il fallait une thérapie de choc. Maintenant que les femmes, vous savez que en se basant sur le critère de quota, qui a permis d'avoir 24 femmes, parce que c'est une femme par circonscription électorale, 24 femmes. Vous avez vu aujourd'hui, elles sont 29. 28. Bon, en fait, elles sont 29, disons même 28 dont on parlait. Ce sont pas les 28, et qu'on doit tenir compte du critère du quota défini par... 29. Ah oui. Le critère de quota défini par la loi, c'est que 24 femmes proviennent du mécanisme législatif. Donc les partis politiques représentés au Parlement ont fait de si gros efforts et ont été très excellents en positionnant les femmes pour avoir 5. C'est ça en fait. Puisque c'est le quota législatif qui a permis d'avoir 24. Alors, vous comprenez qu'il y a le problème demeure. Ça veut dire qu'au sein des partis, il y a un problème de positionnement des femmes. Et il faut peut-être commencer par faire le plaidoyer pour qu'on ait au moins 30% dans les positionnements sur les listes. Parce qu'il faut être mieux positionné sur les listes pour pouvoir réussir à se faire représenter, à décocher des sièges, si on veut faire la promotion de la femme. Alors Francis, quelle analyse faites-vous justement de ces 29 élus, de la posture de ces 29 élus aujourd'hui au Parlement? Vous suivez, je sais, beaucoup les débats parlementaires quand ils ont lieu. Est-ce que vous pensez qu'elles prennent vraiment la parole pour tonner dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, autant comme pouvait le faire par le passé paix à son âme, Roselyne Virasoglu, par exemple? Écoutez, entre autres. Oui, je n'ai pas un baromètre, mais je sais qu'il y a des femmes qui font des efforts. Je veux saluer ici Mme Chantal Aïe, que je vois prendre des positions. Il y a bien d'autres. Je suis fier de constater que les femmes progressent. Parce que la prise de parole n'est pas facile. La communication politique n'est pas facile. Savoir défendre ses idées, c'est pas facile. Et vous savez que dans le mécanisme au Parlement, tout est fait de sorte que ce soit la ligne du parti qui soit défendue. Et le parti a en fait choisi des éléments qui tiennent en fait les débats, de sorte que ça puisse impacter. Maintenant, il faut faire en sorte que les femmes au sein des partis politiques, les femmes parlementaires, soient mieux responsabilisées dans la prise de parole pour qu'elles n'aient plus des barrières. Parce que en fait, le fait d'avoir peur de s'exprimer, ça handicape. Bon, évidemment, pour mieux parler, il faut que les femmes aussi se documentent, se cultivent.
Parce que celui qui a peur de parler, en général, c'est lié non seulement à la pauvreté du vocabulaire, mais aussi à l'indigence de la pensée. Si vous n'avez pas, évidemment, les éléments qu'il faut, vous ne pourrez pas vous prononcer sur les sujets. Donc, il faut s'instruire, il faut se documenter, il faut se former, se préparer, parce qu'il y a un coaching qui doit accompagner tout ça. On ne peut pas tout connaître. Nul n'est omniscient. Est-ce que vous pensez que la doléance des femmes vis-à-vis du chef de l'État est indécente? Non, elle est bienvenue parce qu'en fait, il faut faire en sorte que nous puissions continuer à gagner du crédit dans la féminisation de nos institutions. Maintenant, il faut avouer que Est-ce qu'il faut pour autant aller à une féminisation à tous les prix? Non, écoutez, vous savez que tout droit acquis est forcément un droit conquis. Donc, il y a une dynamique de lutte. Parce qu'il faut lutter pour pouvoir conquérir l'espace politique. C'est en cela que le chef d'État a dit qu'il faut qu'elle ne fasse pas de la figuration, qu'elle fasse l'effort, évidemment, de s'affirmer dans les débats politiques et de s'imposer. Parce que ça va beaucoup faciliter leur ascension. Parce qu'il faut faire en sorte que les femmes aussi soient en capacité de prendre des décisions, mais aussi d'enrichir le débat, parce qu'on a besoin surtout de la femme pour poursuivre la dynamique qui est en cours. Maintenant, j'ai été je suis resté sur ma soif parce que ça a donné un goût d'inachevé. Pourquoi les femmes ne pas réclamer, ne pas dire au chef de l'État qu'il faut que dans la formation de son gouvernement, qu'il y ait aussi un quota à 30%? Parce qu'il faut poursuivre, il faut aller jusqu'au bout de la réflexion. Si on est parti des chefs quartiers, chefs de village, les conseillères, les CA, les maires, les députés, il faut aller jusqu'au niveau de l'équipe gouvernementale pour voir le casting, faire en sorte qu'on ait au moins, dorénavant, 30% au moins des femmes représentées dans l'équipe gouvernementale. Ça va aussi aider. Et c'est à ce titre qu'on verra les femmes à tous les paliers. Bon, évidemment, il y a des efforts qui se font et il faut remercier le chef de l'État qui a eu le mérite d'initier cette loi qui permet évidemment de faire la promotion. Sinon, les hommes ne feront jamais la promotion. J'ai démontré par les statistiques qui sont assez parlantes que grâce au quota imposé par la loi, on a 24 femmes à raison d'une femme par circonscription électorale. Donc, les 5 supplémentaires qui se sont ajoutés aux 24 pour que nous ayons les 29, c'est l'effort grotesque, titanesque, si vous me permettez, ça paraît un peu ironique, mais il faut quand même dire, pour que les chefs de parti fassent l'effort de faire la promotion réelle, pour que entre le discours tenu et les faits, qu'il y ait une cohérence. Très bien. Alors, Alphonse Boïsoudé, il lui fallut donc, on est tous d'accord, il lui fallut que le chef de l'État orchestra donc cette réforme pour qu'aujourd'hui il y ait plus de femmes au Parlement, donc plus de femmes représentées dans le plus haut lieu de la politique au Bénin, on va le dire ainsi. Je vous fais la même question que Francis. Quelle analyse ou appréciation faites-vous de leur participation au débat politique? Non, écoutez, j'avais déjà dit, elles ne sont pas visibles. Et moi, ça me pose un problème. Quels ont été les critères de désignation au niveau des partis politiques? Est-ce que c'est ceux qui ont le pécule ou bien ceux qui ont quelque chose dans la tête à revendiquer? C'est là la réalité. Parce que je peux avoir quelque chose dans la tête et ne pas avoir les moyens financiers. Quels sont les critères de sélection au niveau de chaque parti politique? Parce que c'est là le débat. Parce qu'on ne va pas me dire que dans les partis politiques, il y a des gens futés qui peuvent faire des débats. Si vous ne pouvez pas faire un débat politique, pourquoi vous présentez sur une liste électorale? Parce que on doit vous enseigner le media trading avant que vous n'ayez là-bas. On ne va pas s'asseoir à l'Assemblée nationale pour ne pas savoir lire les tests. Ça, je le dis chaque fois, il faut revoir les critères de sélection au sein des partis politiques. Est-ce que c'est forcément ceux qui ont l'argent ou bien ceux qui ont des parrains dans le parti politique qu'il faut choisir? Il y a des gens qui militent quand vous rentrez dans les partis politiques. Il faut voir un peu les noms. Il y a des gens qui ont quelque chose dans la tête et qui ont quelque chose à démontrer. Mais ceux-là, malheureusement, s'ils n'ont pas de parti politique, ils n'ont pas de moyens financiers, ils ne sont pas pris en compte. Donc je dis, les partis politiques doivent partir de cette expérience-là. Parce que moi, je n'ai pas entendu beaucoup, elles sont 29, il y a combien qui parlent? Il y a des gens qui ont déjà l'expérience parlementaire, mais il y a d'autres qui ne font aucun effort. Il faut faire un effort, il faut d'abord, dès que les gens ont été élus, quel est le mécanisme mis en place par les partis politiques pour les coacher? Il faut du coaching. Parce que si vous n'avez jamais été député, ni maire, ni quoi, et vous allez au Parlement, il faut qu'on vous apprenne à lire les textes, il faut qu'on vous apprenne à prendre la parole en public. Mais si vous choisissez les dames, elles sont élues et que vous les abandonnez, qu'il n'y a pas un suivi dans leur formation politique,
ça va donner ce que ça donne là. D'accord. Alors, docteur Paul-Marie Wessou, on sait que pendant longtemps, ce sont des tares qu'on a traînées, et donc forcément, la thérapie va prendre du temps. On ne peut pas demander tout de suite à ces dames-là qui font pour la plupart, ou pour certaines d'entre elles, vraiment leur première expérience ou leur toute première expérience au sein du haut lieu de la politique, de donner tout de suite et maintenant, et donc d'aller au combat, d'aller au front. Forcément, ça va prendre du temps avant que la machine ne prenne. Non, ben écoutez, ce sont les tares de ce qu'on dise, voilà, tel quota de femmes vont être au Parlement. Ce sont les tares. Et la fonction politique est d'abord discours. Point final. La fonction politique, c'est d'abord discours. C'est-à-dire tout part de ce que vous dites aux populations et ce que vous réussissez à mettre dans l'esprit des uns et des autres. Mais quand vous donnez des positions, vous voyez, il a soulevé la question de comment les gens sont positionnés sur les listes. Quand vous êtes là, tranquille, on vous dit, bon, ok, telle personne va venir, et puis on met la personne sur la liste et que la personne se retrouve au Parlement, mais quel discours vous voulez que cette personne la tienne au Parlement? Quel discours vous voulez que cette personne tienne aux populations? Parce qu'elle n'est pas habituée à ça, et moi je suis surpris que Francis dise, et ça c'est la vraie question, que Francis dise que maintenant, qu'on doit les coacher après qu'elle soit élue. Non, c'est avant. Parce qu'ils doivent aller sur le terrain, tenir un discours. C'est ça l'objectif, en fait, de positionner les femmes sur les trucs là. Donc, l'apprentissage ne se fait pas post-élection, mais l'apprentissage se fait avant élection. Et il y a un vrai problème, le vrai problème de la représentation. Parce que là, il a utilisé aussi ce mot. La représentation des femmes. Est-ce que vraiment les femmes qui sont élues là représentent les femmes? Parce que, en réalité, oui, bon, en fait, parce que j'ai comment on l'appelle, le sexe féminin, et puis bon, on m'a positionné sur la liste, et puis je me retrouve là-bas, c'est autre chose que représenter les femmes. Parce que représenter les femmes, c'est prendre la cause des femmes et défendre cette cause. Quelle est la cause que les femmes qui sont au Parlement la défendent? Et d'ailleurs, se retrouvent dans un groupe qu'on appelle caucus, qui est mis en place ou promu à travers l'Afrique par les Pays-Bas. Et moi, souvent, vous savez, quand on met en place des groupes comme ça, et que c'est l'étranger qui voyez, soutient financièrement ces groupes-là. Pour moi, c'est qu'il y a un problème. Parce que ces groupes, finalement, ne sont là que lorsque, exactement, il y a des choses qu'on doit aller faire et qu'il y a des choses à prendre là-dedans. C'est ça le problème. Mais si c'est une initiative naturelle des femmes béninoises retrouvées au Parlement qui disent on va faire ceci, on va faire cela, vous verrez que ça produit plus de résultats. Et les femmes vont porter la cause des femmes, parce que vous savez, depuis qu'on a eu les élections en 2023, février, enfin le 8 janvier 2023, depuis ce temps-là, les hommes ont proposé déjà des lois. Et la loi sur l'amnistie en est une, pardon. Quelle est la loi? La loi sur l'amnistie, c'est l'émanation du Parti Les Démocrates, donc on suppose que... Les femmes et les hommes, bien sûr, mais quelle est la loi? Quelle est la loi, l'initiative de loi qui est prise depuis là par les femmes, le caucus des femmes, pour qu'on sente que oui, il y a quelque chose qui va commencer à être fait par rapport aux choses là. Pour aller... Les lois qui sont dans les placards, qui ne sont pas encore... Bon, oui, moi je parle au moment où je n'ai pas de loi. Moi, je parle si elles avaient proposé, elles auraient fait une communication autour pour qu'on sache que ce mouvement-là existe. Et si elles faisaient de ces lois-là, et que c'est ça qu'elles allaient proposer au chef de l'État, défendre auprès du chef de l'État, moi je serais plus heureux que d'aller demander qu'on donne encore plus de postes, C'est ça le débat. Oui, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Plus. Oui, exactement. Moi je voulais dire en fait à Paul-Marie Wessou qu'il faut contextualiser le débat. Nous devons faire en sorte que nous accompagnions les femmes. Parce que notre société n'a pas fait beaucoup la promotion de la femme. C'est vrai que pour évaluer, on n'avait pas une culture évaluative, mais progressivement, nous y sommes. Parce que, en fait, c'est à travers les propositions de loi que les femmes
aurait réalisé qu'on peut dire quel est l'impact. Mais la loi offre des possibilités, par exemple, que les femmes aient une bonne formation. Elles ont droit, en fait, les députés ont droit à ce que les concerne à un cabinet. Donc, le cabinet constitué de personnel profilé permettrait d'aider à mieux comprendre les lois qui sont votées, parce que la pertinence des lois aussi au Parlement compte beaucoup. Si une femme députée vote pour une loi en fait qui n'impacte pas la vie des communautés, la vie des femmes, la vie du peuple, parce que le député en fait il est élu dans une circonscription certes, mais le député a un mandat national, donc il représente le peuple. Si les femmes n'ont pas la possibilité de voter en fonction de leur conscience et en fonction de la culture qu'ils ont de la loi et que c'est du suivisme, on va leur reprocher de n'avoir pas été performante. Mais tel que ça se passe, la loi offre les possibilités à ce que les députés aient leur cabinet. Donc le coaching peut accompagner pour qu'elle soit plus efficace. Allez, on va suivre tout ceci de très près et on viendra certainement en temps utile pour analyser, messieurs, si vous permettez bien. Allez, on va en venir à ce sujet qui concerne les rumeurs liées à une éventuelle révision de la Constitution. C'est balayé du revers de la main par Wilfred Lian-Nwedji à l'occasion du traditionnel point de presse qui fait corps donc au Conseil des ministres. On va écouter le porte-parole du gouvernement et on revient juste après pour faire le débat. Je crois que si l'opposition, c'est le fait d'apporter la contradiction au gouvernement en place, c'est le fait de faire des propositions alternatives pour se projeter devant l'opinion comme étant une force crédible, l'opposition n'est cependant pas invention, entretien de polémiques inutiles, notamment sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Vous évoquez un projet de révision de la Constitution qui, à ce jour, me semble-t-il, n'existe pas. Et du point de vue du chef de l'État, je crois que toutes les clarifications ont été apportées en tant que de besoin et réitérées chaque fois que nécessaire. C'est le président Patrice Talon qui a fait réviser la Constitution dans un contexte où l'Assemblée nationale lui était acquise à 100%. Il est utile de le rappeler. Et qui, à cette époque-là, n'a pas jugé utile de sauter les verrous de limitation de mandat, sachant très bien qu'à la prochaine occasion, l'opposition serait certainement présente à l'Assemblée nationale. Il ne l'avait pas fait, bien au contraire. Il a fait mettre dans cette Constitution qu'au Bénin, nul ne peut, de sa vie, effectuer plus de 2 mandats présidentiels. Ne demandez pas à celui qui avait toute l'attitude, toutes les coudées franches de faire ce que soupçonnent les gens qui ne l'a pas fait. Ne lui demandez pas de venir le faire dans un contexte où le faire générerait forcément des polémiques et des discussions inutiles. Du reste, le président de la République a réitéré chaque fois. Et vous avez vu, lors de son dernier entretien, il a indiqué que pour sa succession en 2026, forcément que l'échéance viendra. Et il n'a pas évoqué de possibilité pour lui-même d'être encore de la partie. Qu'on touche à la Constitution à un moment ou à un autre participe de la dynamique démocratique dès lors que cela se fait conformément au test de la République. En l'espèce, il m'a semblé avoir entendu, pour autant que mes souvenirs restent fidèles à ce qui a été dit, entendu, disais-je, le président de l'Assemblée nationale, à l'occasion de son investiture, indiquer entre autres chantiers possibles de la législature actuelle qu'il serait envisageable de toucher à quelques aspects de la Constitution tout en préservant le caractère républicain de l'État et la limitation des mandats. Dès lors que vous maintenez ces fondamentaux, il n'y a plus de débat sur l'instauration d'une nouvelle république ou d'une nouvelle constitution. Et là encore, faudrait-il le rappeler, la révision de novembre 2019 a pris le soin de préciser qu'elle n'emportait ni une nouvelle république, ni une nouvelle constitution. Vous voyez, toute garantie avait été prise et donnée pour éviter des querelles inutiles. Et donc, en conclusion, j'ai le sentiment que ceux qui agitent l'idée d'une telle révision, parmi lesquels des gens qui hier ont ferraillé dur, ont tout fait pour obtenir une révision opportuniste afin de prolonger leur bail à la tête du pays. J'ai le sentiment qu'ils ont envie que d'autres portent avec eux ou pour eux les péchés qu'ils auraient voulu commettre il y a quelque temps.
Et donc, pour nous, ce débat, il n'existe pas. Pour le gouvernement, ce débat, il n'existe pas. Pour le président Patrice Talon, ce débat, il n'existe pas. Et davantage pour sa majorité à l'Assemblée nationale, ce débat n'existe pas. Il y aura débat, probablement, si la proposition de révision de constitution prend des formes et sur des aspects précis qui auraient été identifiés, non, pour permettre au président Patrice Talon de s'octroyer un bail supplémentaire à la tête de notre pays à l'issue de celui-ci, qui est bien le dernier et qui prend fin dans moins de 2 ans et demi. Alphonse Moïse Soulé, voilà les explications du porte-parole du gouvernement. Wilfried Lian-Nwedji, on peut dire que le débat est clos, Non, le débat est relancé. Est-ce que la révision de la Constitution forcément demande à ce qu'on touche au mandat? Je crois qu'en 2010, la Cour de Robert Dessous avait déjà pris une décision demandant des éléments, des aspects de la Constitution auxquels on ne doit pas toucher, à savoir le nombre de mandats, la limite et les conditions d'âge. On peut réviser la Constitution pour d'autres éléments, parce que quand on a, il parle de rumeurs, il dit non, écoutez, on a parlé de parrainage. Et on a appris la même chose dans les rumeurs que désormais les parrainages seront co-signés par le président des partis politiques. Et que si un président de parti politique n'est pas d'accord avec le député détenteur du parrainage, ce parrainage sera invalide. Voilà les réformes que les gens proposent. Donc je dis, c'est pas parce que de façon officielle, le chef de l'État n'a pas discuté de ça avec ses ministres, mais pourtant le ministre de la Justice est allé à une rencontre avec le président des institutions. Et c'est à la sortie de cette rencontre-là que le président de l'Assemblée nationale a dit ce qu'il avait dit. Donc je voudrais qu'on ne limite pas seulement la révision de la Constitution à un 3e mandat. Il y a d'autres aspects. La révision de 2019 n'a pas été faite de façon consensuelle. On n'a pas pris le temps d'étudier toute la Constitution pour savoir les éléments sur lesquels on allait jouer. On était pressé de corriger un certain nombre d'irrégularités, mais aujourd'hui on s'est rendu compte qu'on aurait pu prendre le temps nécessaire en 2019 pour corriger les choses. Aujourd'hui c'est plus possible, donc il ne faut pas que le porte-parole du gouvernement écarte toute révision. C'est pas parce qu'on ne veut pas faire un 3e mandat qu'on ne prendra pas l'initiative de réviser les textes, parce que l'injonction de la Cour constitutionnelle par rapport aux différentes dates, peut-être en touchant le code électoral, on va donner un coup de pied à la Constitution. Ce n'est pas exclu sur un certain nombre d'aspects. Moi, je ne parle pas de mandat, mais en touchant quelques éléments. La preuve, les femmes viennent de rencontrer le chef de l'État et on parlait, elles ont introduit des pourcentages. Si on devrait insérer ces éléments dans le code électoral, on va toucher à la Constitution. Donc, je voudrais qu'on fasse attention quand on veut répondre à la rumeur. D'accord. Alors, docteur Paul-Marie Ouissou, cette suspicion qui a autour ou qui est nourrie quotidiennement dans l'opinion tient de quoi finalement? Bon, finalement, moi, je ne sais pas si le porte-parole du gouvernement vit dans ce pays. Je ne le sais pas. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Oui, mais écoutez, le débat qui a lieu n'est pas parti de l'opposition. C'est parti du président de l'Assemblée nationale. Donc, en fait, le président de l'Assemblée nationale a mis des propos qui ont été abondamment relayés. Oui. Et qui ont engendré une polémique dans l'opinion. Polémique nourrie et entretenue par les partis d'opposition. Mais ce n'est pas une polémique. Quand quelqu'un sort vous dit on va refondre un système, ben écoutez, ça c'est de la polémique. C'est refondre. Que son porte-parole vienne dire après ce qu'il a dit, ben c'est normal, ça ce n'est que du service qu'il rend et puis c'est tout. Mais ce qu'il a dit, il est réel et c'est ce qui vient du fond de son cœur qu'il a dit. Et nous avons tous entendu, ou soit nous ne comprenons pas tous français de la même façon, nous regardons différents dictionnaires pour pouvoir parler. S'il vraiment il est dans le pays et qu'il suit, je crois qu'il ne se serait pas attaqué à l'opposition. Il se serait attaqué à qui? Il se serait, s'il veut s'attaquer à cette question et à ceux qui l'alimentent, d'abord au président de l'Assemblée nationale, avant de venir à l'opposition. Ensuite, ben, écoutez, quand vous avez... Alors, il a donné la version du gouvernement. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je vous l'ai dit la dernière fois. Cela ne voudra pas dire que le président de l'Assemblée nationale, à son initiative, en tant que parlementaire, évidemment, ne peut pas demander une révision constitutionnelle. Oui, bon, écoutez, personne n'a dit... Wilfried Lian-Nwedji a donné l'avis ou la position de Patrice Talon, président de la République, qui est que, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Bien sûr, écoutez, président de la République,
Patrice Talon est sorti le mois de décembre pour dire ce que lui vient de répéter. Pour préciser la Mais le lendemain, le président de l'Assemblée nationale sort pour dire qu'il y aura réforme du système. Écoutez, nous comprenons tous français, quoi. Le français est notre langue officielle, c'est ce qu'on nous a dit. Nous comprenons tous français. Et si nous comprenons tous français, une fois que le président a dit ça, je vous l'ai dit la dernière fois, la mouvance envoie un signal contradictoire qui ne permet pas qu'on lui fasse confiance. C'est un signal contradictoire. Parce que si le président de la République est sorti pour dire, et on sait, il a aligné tout ce qu'il a aligné, à savoir, oui, dans la Constitution, c'est d'ici, tout le monde le sait. Mais si, et le président est sorti encore pour dire ça, mais si le président de l'Assemblée nationale est sorti pour dire ce qu'il a dit, c'est lui qui crée la polémique, ce n'est pas les autres. Et à partir de cet instant, il est important que dans les éléments de discours, si on veut fustiger les gens qui sont la source de cette polémique, ce n'est pas l'opposition, c'est d'abord le président de l'Assemblée. Oui, et donc c'est dans ce rang-là qu'il faut mettre... Mais avant que le président de l'Assemblée nationale ne puisse évidemment émettre ses propos qui sont aujourd'hui sujets à polémique, cette rumeur liée à la révision constitutionnelle et ses médias l'ignorent. Mais écoutez, le président de l'Assemblée nationale... À l'investiture. Oui, déjà, à l'investiture. Dans son discours, avait déjà annoncé même avant ça, même avant l'investiture, vous vous rappelez qu'un certain groupe est allé déposer une proposition de révision pour parler de 7 ans, comment on l'appelle, pour qu'on puisse avoir quelque chose. Et ça vient d'un certain camp. Donc, vous voyez, quand on dit ces polémiques, ces choses-là, moi je veux qu'on le dise, mais qu'on ne le dise pas en fustigeant les autres et en faisant comme si ce soir il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes dans la mouvance et la mouvance doit pouvoir nous offrir un discours uni et uniforme. Et en ce moment, nous lui faisons confiance. Et quand les autres parlent, nous pouvons maintenant nous en prendre. On va prendre l'avis de Francis sur la question. Je crois qu'il faut faire preuve de discernement pour ne pas faire l'amalgame. Vous convenez avec moi que la Constitution prévoit le mécanisme de sa révision. Ça peut être une initiative parlementaire, tout comme ça peut être une initiative du gouvernement. Ceci étant, je crois que la réponse du porte-parole vient simplement pour clarifier la position de l'exécutif sur la question. C'est vrai que Paul Malussou et Moïse ont rappelé que le président de l'Assemblée nationale, par 2 fois, c'est-à-dire le jeudi 13 avril 2023, à l'occasion de son investiture, qui coïncide aussi avec l'ouverture de la première session parlementaire, avait dit qu'il y aura des retouches, si nécessaire. Et puis, bon, à l'occasion de la rencontre du conclave avec les présidents d'institutions, curieusement, au cours de cette rencontre, il y a effectivement le ministre de la Justice, et ils vont dire chez nous. Bon, c'est ça qui fait évidemment que les gens se disent, est-ce que c'était pas de connivence avec le gouvernement? Je crois que dans les éléments de réponse, oui, la révision en fait, pourquoi les gens sont un peu gênés? C'est parce qu'ils se disent qu'il y a un mandat qui est finissant, et il y avait une polémique qu'on a gérée ici, vous vous rappelez du 3e mandat. Est-ce que ce 3e mandat n'est-il pas toujours en téléchargement? Il faut maintenant trouver les éléments de réponse dans une communication gouvernementale pour apaiser les cœurs. Il faut convaincre en fait les Béninois de ce qu'il n'y aura pas révision constitutionnelle. Or, si le code électoral tel qu'il est maintenant est touché, et qu'on arrivait à mettre des éléments comme il faut que ce soit les partis politiques qui parrainent, parce que s'il doit y avoir co-signature, c'est les partis qui parrainent. Or, l'article 44 de la Constitution stipule que c'est les élus qui parrainent. Alors, si on doit ajouter des éléments nouveaux dans le code, ça risque d'induire forcément une révision constitutionnelle. C'est en cela qu'il faut faire beaucoup attention. Or, la Constitution, c'est le texte normatif, c'est la base juridique, en fait. C'est le milieu sur lequel nous entendons pour notre vivre harmonieux en société. Et vous avez vu les sorties récentes de Robert Dossou. En fait, maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, et du professeur Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle. Ces deux sorties ne sont pas anodines. Parce qu'évidemment, maître Robert Dossou et le professeur Théodore Olo, ils ne sont ni maîtres du temps, ils ne sont ni maîtres de leur souffle, mais ils ont une responsabilité historique, puisqu'il s'agit d'un débat sur lequel il faut éclairer non seulement les législateurs, les gouvernants, mais aussi la population. Donc, je trouve qu'il faut revoir peut-être la communication gouvernementale pour qu'on apaise les tensions pour changer de cap.
Je crois que le chef d'État, c'est vrai que l'article 42 nouveau, qui stipule que nul ne fera plus de 2 mandats de président de sa vie, est assez clair. Mais les politiques sont d'une race particulière. On a vécu un certain nombre de faits, d'événements qui font que les populations sont toujours un peu frileuses sur la question lorsqu'on veut toucher au fétiche que constitue la Constitution. Pourquoi on doit faire de la Constitution justement un fétiche? Non, c'est pas un fétiche. Le texte constitutionnel organise en fait, non seulement garantit les libertés, je crois, organise la vie en fait des institutions, limite les pouvoirs en fait des institutions pour favoriser le vivre ensemble harmonieux. Bon, maintenant, lorsqu'on veut toucher à des éléments, en fait, des articles de la Constitution, les Béninois ont toujours peur qu'on touche aux fondamentaux. La laïcité de l'État, la limitation des mandats, la forme républicaine de l'État, mais aussi la nature présidentielle du régime. Alors, quand les gens parlent de révision, tout de suite, la population se dit, bah non, mais il ne faut pas qu'on touche au mandat. C'est parce que les mandats constitutionnels pour les Béninois... Vous parlez de quelle population? Les populations béninoises sont toujours... Depuis Kénékou, il y a eu des tentatives de révision. Et sous Yahi, il y a aussi des tentatives de révision. Et la population n'a jamais accepté. Il a fallu 2019 pour que nous puissions aller à une retouche constitutionnelle. Donc, depuis la constitution du 11 décembre 90, la loi 90-32, là, il a fallu 2019. Donc, depuis 2019 et 2019, le contexte qui a favorisé cette révision, c'est parce que l'Assemblée était entièrement dédiée au gouvernement. Parce qu'il y a eu une tentative en 2017 qui n'a pas prospéré, parce qu'il y a eu l'irrecevabilité, les 3 quarts. Et il y a eu aussi en 2018 une tentative qui n'a pas prospéré, parce qu'on a accepté, mais cette fois-ci, on n'a pas adopté. Puis en 2019, la configuration de l'Assemblée a changé et ça a facilité la révision constitutionnelle. Mais depuis 2019, les populations béninoises sont un peu regardantes sur les tentatives de révision constitutionnelle. Mais il faut maintenant apaiser les cœurs pour dire évidemment qu'on n'a pas une révision, mais le fait de toucher au code, s'il y a des éléments nouveaux, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'intrants maintenant, input que les gens veulent faire, tout dépendra en fait du téléchargement du code électoral. D'accord, très bien. Et ces populations dont vous parlez, elles sont également sur Internet et nous n'avons pas manqué de leur adresser la question du jour. Que pensez-vous des rumeurs de révision constitutionnelle qui enflent dans l'opinion malgré les assurances données par le gouvernement? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes afin qu'ils puissent interagir avec nous via nos canaux digitaux. Stanislas Soussalin, bonjour. Bonjour, Rodrigue Eman Amegan, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Mais c'est un plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin. Il est partagé. La semaine dernière, vous étiez sur le front des Vaudonais, donc on ne vous a pas vu par ici. Mais vous êtes là ce matin, tenir votre place, bien sûr, pour nous relayer les avis des populations. Exactement. Et de l'homo numericus, comme on l'appelle aujourd'hui. Qu'ont-ils dit de notre sujet, les internautes? Alors, il y a eu beaucoup de réactions, des avis sont divergents, mais nous avons sélectionné 4 réactions qui résument la tendance générale sur nos canaux digitaux. Et c'est ce que nous allons voir. Bien sûr, nous nous rendons sur Facebook où nous attend déjà Pascal Kouagou qui dit « Bonjour le plateau des 5 sur 7 matin. Pour moi, ce ne sont pas des rumeurs, mais plutôt des vérités. En Afrique, nos gouvernants sont capables de défendre le contraire de ce qui se fera à l'avenir. Ils savent bien que c'est de la révision constitutionnelle. Quand il l'aura fait, il trouvera un mot synonyme pour s'expliquer, estime notre ami. La triste réalité est que nous allons en souffrir, mais nous ne pourrons rien faire. Marquet Fantongier affirme, pour ce qui concerne la révision de la Constitution, je ne refuse pas, mais pourvu que la limitation du mandat ne soit pas touchée. Si vous voulez ou pas, la révision de la Constitution est possible, car la majorité des députés à l'Assemblée nationale soutient les actions du gouvernement. Donc, que la limitation de mandat ne soit pas touchée. Nelson Boton s'interroge. C'est quoi la Constitution? Qu'est-ce qui est écrit dans la Constitution et qu'est-ce que le président de la République veut modifier? Beaucoup n'en savent rien, mais s'enflamment sur le sujet. Pourquoi les démocrates ne nous disent pas ce que le président veut changer dans la Constitution et c'est seulement le 3e mandat qu'il nous chante? Personne ne le sait non plus. Pour Yves Le Boss,
que la Constitution soit révisée ou pas, que ces rumeurs soient vraies ou pas, pourvu que le Bénin aille bien. C'est tout le souhait de notre ami Yves Le Boss. Merci beaucoup à vous, Stanislas Osalinkon. Je vous en prie. Allez, on se retrouve très prochainement par ici. Docteur, qu'est-ce qui vous fait rire? Oui, mais j'ai Yves Le Boss là, et j'ai comme l'impression qu'il a des choses à apprendre. Parce que quand la Constitution est touchée et que c'est touché d'une la manière, il faut la toucher. Écoutez, le Bénin ne peut pas aller bien. Et ça, il faut qu'il l'apprenne. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire que dans l'un ou l'autre des sens, il faut pourvu que la paix demeure, c'est ce qu'il dit. Mais dans l'autre sens, le sens dans lequel on révise la Constitution... On peut bien réviser la Constitution et tout ira bien, n'est-ce pas? Non, écoutez, je veux dire quelque chose très rapidement avant qu'on passe à un autre sujet. C'est qu'il faut qu'on cesse au Bénin de faire de la révision de la Constitution. Enfin, vous voyez, tel que les uns disent on va réviser, les autres disent on ne va pas réviser. Et moi, je l'ai dit la dernière fois, les uns disent on va réviser, mais sur la base de quoi on va réviser? Qu'est-ce qu'on va réviser? Ils ne le disent pas. Et les autres n'ont même pas attendu que les uns disent on veut réviser tel avant de commencer par faire le vacarme. Non, mais écoutez, dès qu'on annonce qu'on veut réviser et qu'on n'a pas dit ce qu'on veut réviser, c'est d'ailleurs... Les gens ne veulent même pas savoir, certains ne veulent même pas savoir de quoi il s'agit. On peut même dire... Mais pourquoi ceux qui disent... ça fait 2 fois qu'on dit, par exemple, je prends le cas président de l'Assemblée nationale, ça fait 2 fois qu'il sort. Pourquoi dans la deuxième fois, il n'a pas dit spécifiquement on va réviser ici? Et il a dit on va refondre le système. Mais écoutez, c'est ça le problème. Ce n'est pas... C'est peut-être un choix de vocabulaire. Oui, voilà. Et quand on fait comme ça, la révision de la Constitution devient un truc... Il faut le faire, il faut la faire. Et puis, quand on va la faire, on la fait sur des choses qui ne sont pas nécessaires. Parce que même quand ceux qui ont dit, par exemple, non à la révision de la Constitution en 2017, n'ont pas dit qu'on ne doit pas réviser la Constitution. Mais il y a des éléments qu'on voulait toucher et ils ont dit non. D'accord. Oui, moi je crois qu'évidemment nous devons tous travailler à préserver la paix, la stabilité des institutions et la cohésion nationale. Et ça, même dans le choix des mots, il faut faire attention, il faut que le choix des mots soit judicieux. Maintenant, je veux dire évidemment que le chef de l'État sait bien qu'il y a une situation qui prévaut, surtout pour 2024, avec la consultation du TOFA. Je crois que... Oui, il y a 2 écoles là. Je ne suis pas un initié. D'ailleurs, je constate qu'il y a 2 écoles. Il y a l'école des faits sacrés. Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. C'est à vous de choisir. Si le chef de l'État fait l'option d'adhérer à l'école des faits sacrés, il pourra avoir la vraie solution. Par contre, s'il adhère à l'école des commentaires, parce que tout ce qui se dit là, le chef de l'État, en fait, spontanément, il est guédégbé. Il sait mieux que quiconque la signification des signes. Ou à défaut, il peut déployer une équipe pour aller au Nigeria, puisque c'est les Yoruba, en fait, qui ont fait cette... Donc, faisons en sorte que nous puissions préserver la paix. Le TOFA a été assez clair. Les écoles sont assez claires. Et je crois que le premier concerné, c'est le chef de l'État, parce que c'est l'interlocuteur officiel devant tous les partenaires. Donc, nous devons faire en sorte que nous puissions... Francis, il y a le chef de l'État et il y a l'entourage du chef de l'État. Parce que l'entourage influence beaucoup. Le gouvernement nous n'a pas dit clairement quelle est la position. Non, la position du... Non, écoutez... La position du chef de l'État, c'est un débat qui n'est pas... Quand on veut répondre aux rumeurs, il faut répondre aux rumeurs qui vous souviennent que... Vous pensez que la réponse du porte-parole... Il faut qu'ils vous souviennent qu'avant que la Cour constitutionnelle ne donne son injonction, on avait déjà appris que la Cour constitutionnelle va donner une injonction à l'Assemblée nationale. Il faut qu'ils répondent aussi à ces rumeurs-là. Ce n'est pas les rumeurs qui vous arrangent. Quand vous êtes porte-parole d'un gouvernement, tout ce qui porte un peu à tête à la vie en société de la nation, c'est tout ce qui met en mal... Tout ce qui met à mal notre vivre ensemble, le gouvernement doit pouvoir rassurer les populations. La sortie du porte-parole n'a pas rassuré. Alphonse, oui, le porte-parole du gouvernement ne peut pas lui faire le procès de ne pas répondre à divers sujets. Certains même lui reprocheraient une hyper présence dans les médias. Quand vous n'avez pas les éléments de réponse à toutes les rumeurs, vous ferez mieux de ne pas aborder la question. Oui, mais enfin, vous pensez qu'il n'a pas été, on va dire, rassurant à travers sa sortie? Non. D'accord, très bien, ça reste votre avis. Et on le respecte bien sûr. On en vient à présent, évidemment, à ce scandale de corruption qui agite le Nigeria et qui touche l'Agence du Programme national d'investissement. Docteur Paul-Marie Ouessou, le Nigeria, c'est des faits, d'accord, ces faits de corruption. On en a déjà entendu parler sous d'autres régimes, notamment le régime Buhari. Et on pensait qu'avec l'arrivée de Ahmed Bola Tinubu, cela allait s'estomper, mais on se rend compte
finalement que c'est presque on prend les mêmes et on recommence. Mais vous savez que le Nigeria a occupé le rang de premier sur la liste des pays les plus corrompus au monde, partagé parfois avec le Cameroun pour plusieurs années. Et donc, si ces phénomènes ne partent pas tout de suite, et pour ce que moi je sais, c'est la corruption est essentiellement due à l'activité politique en connivence avec l'activité économique. Et ça, c'est un phénomène difficile, très difficile à éradiquer. C'est la ministre, une ministre chargée donc de voilà, c'est elle qui se trouve être impactée par un scandale comme ça. Et le Nigeria, vous le savez, que c'est un pays vraiment de corruption, de haute corruption, et cette corruption donc est un vrai problème pour son développement. Il a été dit par plusieurs experts que le Nigeria, bien gouverné, pourrait être devant la France en matière de puissance économique. Mais malheureusement, on n'est pas encore proche de la sortie de ce phénomène. Et je ne pense pas que c'est le gouvernement de Tinubu qui va permettre qu'on puisse sortir de là, parce que vous savez, il a nommé beaucoup de personnes qui sont très contestées dans son gouvernement, très contestées au vu de ce qu'ils ont aussi été impliqués dans des situations de corruption dans le passé. Alphonse Moïse Soulé, est-ce que vous pensez qu'Ahmed Bola Tinubu pourra justement en finir avec ce phénomène, ce fléau, j'ai même envie de dire, chez le gouvernement de l'Est? Ce n'est pas évident. Le premier coup d'État intervenu au Nigeria en 1966, les mobiles avancés par les poutistes étaient que l'État était suffisamment corrompu. Et quand le régime militaire est passé là, on sait ce que ça fait. Aujourd'hui, c'est difficile quand vous avez des ressources, quand vous avez de l'argent qui circule, on ne contrôle plus rien. Je ne suis... Comment une ministre va demander qu'on mette sur son propre compte l'argent pour lutter contre la pauvreté? C'est dangereux. Aujourd'hui, Tinubu lui-même, à un moment donné, on avait contesté son élection, on lui a reproché beaucoup de choses. Donc, il sera très difficile à Tinubu de régler ça. C'est un problème national. Et il faut rééduquer le peuple nigérien, parce que les gens, quand ils viennent aux affaires, le premier réflexe, quand ils occupent des portefeuilles où l'argent circule suffisamment, on vient s'en servir. Donc, il faut que le Nigeria, parce que c'est ce qui a retardé vraiment le développement du Nigeria. L'argent appartenant à tout le monde se retrouve dans des poches privées. Et les très proches collaborateurs du président sont impliqués. Même la dame, moi, ce que je salue, au moins, dès qu'il y a eu des soupçons de corruption, on a en même temps dégagé. Si dans tous les pays africains, on pouvait déjà se comporter comme ça, même si après les enquêtes vont vous blanchir, on vous dégage d'abord pour faciliter les enquêtes. Mais ailleurs, ça ne se fait pas. Donc le Nigeria, il faut que le président lui-même, dans son entourage immédiat, les gens qui ont été nommés, qui ont été contestés parce que ce sont des corrompus, il faut les dégager. D'accord. Il faut donner le bon exemple. Alors, Francis, est-ce que vous pensez que Ahmed Bola Tinubu tient le bon bout là, sur ce dossier? Oui, mais écoutez, avant ça, je vais dire à Moïse qu'il dit qu'ailleurs ça ne se fait pas. Non, ça s'est fait, ici au Bénin. Vous avez vu, pendant qu'il y a Ibon là et qu'il y avait des soupçons sur le ministre François Ndekbessi, on l'a suspendu, on l'a mis à la disposition de la justice, et quand on l'a blanchi, il a été réintégré. Mais ça y a longtemps. Au gouvernement, ça existe quand même. Donc il faut, pour mémoire... Après les bons exemples. Mais sous la rue, pour une fois que Francis dit des choses positives sur Yahi. Maintenant, concernant... Voilà. Non, mais écoutez, si c'est des rumeurs, parce qu'il y a aussi la présomption d'innocence. Vous avez vu le gouvernement de Gabriel Attal, en fait, à Paris, la ministre chargée de la culture, il y a des rumeurs de... mais comme elle n'est pas accusée, donc elle est intégrée. Donc si c'est que des rumeurs, il faut attendre que l'accusation vienne. Maintenant, ce qui se fait au Nigeria, il faut dire que Bola Tinubu, depuis qu'il est arrivé, a annoncé les couleurs, qu'il veut lutter efficacement contre la corruption. Et si la ministre qui a en charge le portefeuille de la lutte contre la pauvreté et des affaires humanitaires est soupçonnée d'avoir donné que je crois 44 milliards, ça fait 50 millions de dollars, soit transférés sur un compte privé, il appartient maintenant à la justice de prouver. Et si sa défense n'arrive pas à obtenir gain de cause, ben elle sera accusée, et quand elle sera accusée, on verra la suite. Très bien. Mais il faut saluer Bola Tinubu pour l'initiative
qui a consisté à la suspension du gouvernement. Très bien. Merci beaucoup à vous, Francis Olo-Jatale, vous êtes analyste politique. Merci également à vous, Alphonse Maurice Soulet. Merci, Dr Paul-Marie Ouesso, pour ces échanges assez nourris, comme toujours, comme tous les lundis d'ailleurs, par ici. On espère vous retrouver déjà lundi prochain pour, bien sûr, un autre débat tout aussi intéressant. Oui, mais tout en rappelant évidemment au docteur Paul-Marie Ouesso qu'en changeant de place et en occupant le siège, j'ai retenu parce qu'en bon démocrate, je sais que le fauteuil n'appartient pas à quelqu'un comme le fauteuil présidentiel. N'est-ce pas? Il a fait placer le mot qu'il veut placer. J'aime bien. Heureusement que tu es démocrate. J'aime bien. Allez, voilà comment ça se termine par ici, toujours dans la bonne humeur et la convivialité. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous. Les sports de Blaise Adampo, juste après la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.